Nous sommes ce Ok. soir, nous sommes ce soir avec Rosette, personnalité très connue à Mayotte, notre psychologue clinicienne, mais surtout notre première doctoresse en psychologie à Mayotte. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous tout de suite pour ne pas oublier et activez surtout les notifications pour être prévenu sur les prochaines vidéos. Alors, Rosette, tu es notre fierté. Tu me fais un immense plaisir en acceptant d'échanger avec nous pour le bonheur de nos auditeurs, auditrices. Et nous allons parler ce soir d'émotions. Émotions, tu vas nous expliquer l'importance de les prendre en compte. Et ma première question est, pourquoi est-il nécessaire d'apprendre à nos enfants à exprimer leurs émotions positives, mais surtout lorsque ces émotions sont négatives? Alors, bah, c'est une belle entrée de jeu avec cette question qui n'est pas rien parce que ça me concerne et j'en ai fait un métier. Mon métier, c'est de pouvoir extérioriser tout le mal intérieur qu'on peut avoir, les souffrances psychologiques, mais aussi bien les émotions positives que négatives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, c'est un être sociable, pulsionnel, et on a des choses à dire et il faut les dire. Et du coup, c'est important de transmettre ça à nos enfants. Le silence, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que plus on garde des choses à l'intérieur de nous et plus ça devient une maladie, que ce soit physique ou psychique, et on explose à l'intérieur de nous et même à l'extérieur par des passages à l'acte, que ce soit suicidaire ou de violence. Donc, c'est très important de pouvoir apprendre à nos enfants de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions, car c'est la vie, entre guillemets, c'est la nature humaine. On est des êtres pensants, des êtres d'émotions, de sentiments, et il faut à un moment donné qu'on puisse les sortir. Donc, il y a un moment donné, dans mes études de cas, comme tu parlais de ma recherche sur les jeunes Mahorais, il y a un des jeunes qui a 20 ans, et dans son témoignage, il a dit j'ai eu la chance d'avoir des bons parents. Bon, on n'a pas de parents parfaits, mais j'avais une mère super investie qui m'a tout appris. Elle m'a tout appris, sauf à parler des choses qui font mal. Parce que du coup, j'en ai gardé des traumatismes, parce que ce jeune garçon a subi une agression sexuelle étant très jeune. Et du coup, en fait, ça l'a bloqué, ça l'a empêché d'être bien dans sa vie. Et du coup, en disant cela, en disant, ma mère m'a dit, il faut être fort, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu travailles à l'école, etc. Mais sa mère lui a pas appris à dire quand il t'arrive quelque chose de mal ou quand quelqu'un te fait du mal, il faut que tu lui dises parce que sinon tu risques d'en être traumatisé à vie. Et du coup, ce jeune, quand il a dit ça, c'était vraiment très touchant, très émouvant et en même temps, c'est la réalité. On apprend à nos jeunes aujourd'hui, à nos enfants, d'être le meilleur à l'école, de copier je ne sais pas qui, mais on ne leur apprend pas à s'exprimer, à dire leurs émotions, ce qui fait mal pour que ça ne fasse pas, entre guillemets, comme on dit, bobo dans leur cœur et qu'ils n'en restent pas traumatisés. Donc oui, il faut parler à nos enfants parce que c'est important, il faut être honnête avec eux et il faut qu'ils puissent s'exprimer aussi bien dans leurs émotions positives que négatives parce que c'est normal et c'est la nature humaine. D'accord, merci Rosette. Et, Donc voilà. et en parlant justement de ces émotions, des sentiments que nous ressentons, pour toi, est-ce que tu peux nous dire quel est le sentiment le plus beau qui existe? Pour moi, le sentiment le plus beau qui existe sur cette terre et ce monde et l'univers entier, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui nous porte. Il y a différents types d'amour. L'amour maternel, l'amour avec les frères et sœurs, l'amour avec un grand A, le prince ou la princesse charmante qui n'existe pas. C'est l'amour qui nous fait vivre, qui fait qu'on est des êtres qui peuvent se surpasser et nous donner à fond. On dit que l'amour nous donne des ailes, et c'est vrai. Et quand on a cet amour-là, quand on est passionné, quand on aime les gens qu'on aime et quand on aime l'être humain tout simplement, alors on fait le mieux, on se donne tout son possible, on fait tout ce qu'on peut pour que
on fasse du bien à la terre, au monde, aux gens qu'on aime, et on se prive de faire du mal. Et donc, l'amour, c'est ce qui peut transcender l'être humain et qui la rend meilleure. Parce qu'on sait tous qu'il y a le pire de l'humain, mais il y a aussi le meilleur de l'humain. Et quand on aime les gens, alors on peut faire que du bien autour de soi. Donc, l'amour, c'est pour moi le plus beau sentiment qu'il faut respecter, qu'il faut transmettre à nos enfants, parce que comme dit, moi j'aimais bien Mère Teresa, elle disait beaucoup de gens meurent de faim dans le monde, mais il y a aussi beaucoup encore plus que la faim, il y a des gens qui meurent de manque d'affection. Et ça, quand on n'a pas l'affection dont on a besoin, quand on est petit, quand on est enfant, quand les parents ne donnent pas notre dette d'amour qu'on a besoin pour grandir, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, on devient des handicapés émotionnels. Et l'enfant a besoin d'être aimé, d'aimer pour devenir la meilleure version de lui-même. Donc, c'est l'amour qui est la base de tout, l'amour de soi, l'estime de soi, en l'occurrence, l'amour de la nature, le fait de prendre soin de la nature et de nous-mêmes, ça fait du bien à la terre. Donc, l'amour, pour moi, c'est le plus beau sentiment que le monde a. Est-ce qu'on peut dire justement que ce sentiment viendrait justement concrétiser le fait de pouvoir, viendrait se concrétiser, pardon, du fait de pouvoir partager avec son enfant l'expression des émotions, parce que tu nous as parlé d'un enfant qui a subi des violences sexuelles et qui n'a pas pu parler. Est-ce que cet amour que tu es en train de nous parler serait justement le fait qu'une mère puisse permettre à son enfant de parler de tout avec elle, parce que nous savons qu'à Mayotte, il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de tabous, notamment justement les agressions sexuelles. Et nous nous rendons compte que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, malheureusement, se font agresser et n'arrivent pas à parler. Est-ce que justement cet amour pourrait venir s'exprimer par rapport à ce fait de pouvoir échanger et briser tous ces tabous, échanger avec son enfant pour lui permettre justement de pouvoir extérioriser tous ces méfaits qui lui arrivent dans le silence? C'est même la signification même de l'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu habitues à parler à ton enfant, à communiquer, à avoir une complicité, tout naturellement, quand il y a des choses difficiles, des épreuves difficiles dans sa vie, cet enfant-là va venir t'en parler avant même que le drame arrive. C'est-à-dire que quand tu apprends ton enfant, c'est-à-dire que dès tout petit, écoute, tu as des endroits où il faut que personne ne touche. Des parties intimes, ça c'est à toi. Si tu vois quelqu'un qui vient te toucher là, tu cries fort, tu le dis à un adulte parce que c'est pas normal. On n'a pas le droit de toucher ça, c'est ton intimité, ça t'appartient. Donc à un moment donné, quand dès 2 ans, dès 3 ans, on arrive à faire de la prévention comme ça, en leur parlant, il y a des choses que les adultes font qui peuvent te faire du mal. Il ne faut pas rester silencieuse. Tu dis à un adulte, tu viens me dire à la maison et on va tout faire pour te protéger. Parce que notre rôle aussi de parents, c'est de protéger nos enfants. Mais même de l'extérieur, en leur préparant au pire de l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas aller à l'école avec eux, on ne peut pas être, entre guillemets, garde sécuritaire et être partout et leur dire attends, là, on va te faire du mal. Si quelqu'un te frappe, tiens, maman elle va venir, Zoro va te sauver. Non, il faut qu'on puisse aider nos enfants à s'aider eux-mêmes. En leur apprenant les gestes de défense, comment répondre quand on leur fait du mal, comment communiquer avec l'autre et comment exprimer des émotions, comment dire les choses quand il y a des choses qui leur paraissent pas normales. En fait, c'est de la prévention pendant leur petite enfance, précocement. Il faut qu'on soit là à l'écoute, mais il faut qu'on leur apprenne à dire, à exprimer et à voir le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tiens, ça, c'est pas bien, quand tu le fais, quand il y a des choses, on te touche quelque part, c'est pas bien, il faut le dire de suite parce que c'est pas normal et ça, c'est un crime et cette personne-là peut être condamnée à de la prison parce que ça veut dire qu'il va te faire du mal. Donc, c'est à nous aussi, les parents, de pouvoir ouvrir à la discussion, de pouvoir échanger avec nos enfants et de leur prévenir du danger avant que le danger arrive, j'ai envie de dire. Et ça, c'est notre responsabilité.
il y a la sensibilisation à l'école par des professionnels qui viennent à l'école pour prévenir, mais il y a aussi nous aussi à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre enfant ne tombe pas dans quelque chose qui va le traumatiser à vie et l'abîmer au point que même nous, en tant que parents, on va être impuissants. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des livres qui aident les parents à parler des choses, par exemple, de tout ce qui est éducation sexuelle. Il y a eu une coupure, désolée. Oui, 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 oui. Ça a coupé. Oui. Ça va? Ça va? Oui. D'accord. Donc voilà. Donc éduquer nos enfants le plus précocement possible par tous les moyens pédagogiques, par des histoires. On a des halés chez nous, des contes, etc. Il faut leur expliquer au maximum de manière naturelle les choses de la vie pour qu'ils ne tombent pas dans le piège et qu'ils ne sombrent pas. Et avec cette capacité de pouvoir exprimer leur mal très tôt pour que ça ne fasse pas un tsunami et qu'on puisse être impuissant à ne pas les aider, quoi. Et si on peut guider les parents et les mamans qui nous écoutent, à quel moment une maman ou un papa pourrait s'inquiéter et quel comportement de l'enfant pourrait être une alerte pour le parent pour qu'elle puisse justement s'intéresser et aller en profondeur dans ce genre de situation? Ben, il y a des symptômes qu'on voit un peu de tous les jours, des symptômes classiques, entre guillemets. Vous voyez qu'il y a un changement dans le comportement de votre enfant. C'est-à-dire que vous aviez un enfant qui souriait, qui jouait, qui était dynamique, etc., hyperactif. Et d'un coup, vous le voyez silencieux, qui fait plus de bêtises, qui reste dans sa chambre, triste, qui ne mange plus, qui fait des cauchemars, qui ne veut plus quitter sa mère, qui ne veut plus aller à l'école, et je ne sais quoi encore. En fait, tous ces petits signes le moins de changement dans votre enfant, il faut lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je te sens triste, je te sens pas comme avant, alors qu'avant tu jouais bien avec tes amis, tu étais actif, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ce soit à l'école ou un ami à toi t'a fait du mal? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que je te sens éteint? Je te sens pas bien, ton sourire est parti, et c'est pas normal parce qu'un enfant qui ne joue pas, qui s'amuse pas, qui est pas voilà, qui n'est pas hystérique entre guillemets, c'est pas un vrai enfant. Un enfant c'est quelqu'un de dynamique, qui est innocent, qui explore son monde. Et à un moment donné, s'il n'est plus dans cette démarche d'exploration et qu'il est triste et qu'il n'est pas bien, là, il faut vraiment qu'on s'inquiète parce qu'il ne faut pas dire, à Mayotte, on a l'habitude de dire, bon, tant qu'il est tranquille, silencieux, ça veut dire que c'est un bon enfant. Non, au contraire, c'est là qu'il faut s'inquiéter. C'est quand un enfant est trop calme et trop dans son coin, il parle à personne, il veut jouer avec personne, etc. Là, il y a un problème. C'est pas quand un enfant fait plus de bêtises, au moins on sait qu'il fait des bêtises, et il s'exprime dans ses bêtises, etc. On va juste essayer de le calmer, de le cadrer pour ne pas qu'il fasse que ça, entre guillemets. Mais il faut surtout s'inquiéter quand les enfants sont silencieux. Là, il y a un problème. C'est pas normal. D'accord. Et quel conseil donnerais-tu aux parents, aux mamans qui penseraient que voilà, si c'est une personne de la famille qui a fait une mauvaise chose à notre enfant, il faut se taire. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents pour briser ces tabous qui sont en train de tuer à petit feu les enfants mahorais et les enfants du monde qui subissent ça, pas que les enfants mahorais d'ailleurs? Ben là, c'est une éducation à faire, hein, une éducation, une évolution des mentalités, parce que nos parents, entre guillemets, il y avait cette honte, ce déshonneur dans la famille, il fallait pas dire, il fallait taire, il fallait se taire. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est plus on va faire de la prévention auprès même des parents, les premiers concernés, et plus cette libération de la parole et cette protection à l'interne, à l'intrafamilial va se défaire. Donc, là, j'ai envie de dire que
on est là pour apprendre. C'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, si à un moment donné, on avait des parents comme ça qui cachaient la vérité sur le mal qui a été fait à l'intrafamilial dans la famille, là, il faut qu'on dise au contraire aux parents, ne faites pas ça parce que vous allez gâcher la vie de vos enfants pour toute la vie. C'est-à-dire, à un moment donné, ces enfants-là, si ils ne sont pas pris au sérieux, pas écoutés, leur souffrance sera une souffrance si profonde que personne ne peut les sauver, même les parents, parce que ils auraient été complices de ces souffrances-là. Ils n'auraient pas agi. Et ça marque à vie un enfant. Il peut aller jusqu'à être en rupture complète de ses parents parce que ces parents-là ou ce parent-là ne l'a pas protégé. Donc, pour protéger nos enfants, osons dire même les choses qui nous paraissent difficiles, qui peuvent nous faire honte parce que c'est pas normal et parce qu'on va être mal vu par la société. Mais est-ce que le bonheur ou le bonheur de nos enfants, c'est pas plus important que n'importe quel regard de la société, j'ai envie de dire. Est-ce que le fait de laisser nos enfants souffrir, c'est pas déjà quelque chose d'horrible, de tragique, qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être dans l'apparence, de dire ah non, si je dis ça, ça veut dire qu'ils vont dire que chez nous, on a une mauvaise famille et il faut pas rentrer parce qu'on a eu telle chose. Et que non, au contraire, il faut protéger au maximum nos enfants, même des personnes qui sont censées les aimer, mais qui leur font du mal, que ce soit leur père, leur oncle et je ne sais qui. Il faut vraiment être à l'écoute de nos enfants, être l'avocat de nos enfants, être la gardienne de nos enfants et non pas le contraire. Il faut être avec eux et non contre eux. Et il faut entendre leurs paroles dignement et agir en conséquence. J'aimerais que tu t'adresses aux personnes qui nous écoutent. S'il y a une femme, une jeune femme, un jeune homme qui a été agressé, quel mot positif tu pourrais lui dire pour l'encourager à aller vers l'avant et à essayer de surmonter cette horreur qu'il ou elle a subie? En fait, tu sais, ce genre de situation, c'est individuel. Chaque souffrance humaine est individuelle et dépend de chaque être humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse globale à une souffrance, surtout psychologique. Et là, la meilleure solution et le meilleur conseil que je puisse donner à une femme ou à une personne qui a subi des traumatismes graves tels que une agression sexuelle, un viol, etc., c'est d'aller se faire prendre en charge par un professionnel de la santé psychique, psychologue, psychiatre, etc., un thérapeute, pour l'aider à faire ce travail-là de deuil, entre guillemets, pour qu'il puisse trouver, lui, ses moyens pour s'en sortir et aller de l'avant. Devenir résilient, c'est-à-dire cette capacité à surmonter n'importe quelle épreuve et pouvoir écrire une autre page de son histoire malgré tout ce mal que la personne a subi. Donc, il n'y a pas de solution magique. Il y a la prise en charge de ces souffrances individuelles qui est aussi, quand une personne souffre aussi dans la famille, c'est aussi toute la famille souffre, mais chacun souffre à sa manière. Il y en a qui font comme si ça n'existait pas, c'est-à-dire dans le déni. Il y en a qui qui ont des comportements à risque, alcool, drogue, passage à l'acte, délinquance, etc. Il y en a qui, au contraire, en profitent pour investir l'école ou faire un sport pour devenir le meilleur dans quelque chose. Chacun a sa manière et ses mécanismes de défense pour surmonter une souffrance psychologique. Mais à chacun aussi de travailler individuellement avec les spécialistes, parce que heureusement que ces professionnels-là existent. Et il ne faut pas s'en priver, moi j'ai envie de dire, allez voir une psychologue ou un psychologue parce que ces personnes-là nous servent à quelque chose. Et c'est pas parce que c'est un métier qu'on connaît pas, et c'est pas pour les fous, parce que même les psychologues eux-mêmes vont voir d'autres psys, parce que c'est l'hygiène psychique. C'est-à-dire que c'est comme quand on est à la maison, on fait le ménage à chaque fois pour que la maison soit propre et qu'on puisse habiter dans un environnement sain. Eh ben, il faut aussi nettoyer notre esprit de tout ce qui le nuit. C'est-à-dire les choses toxiques, les choses qui nous marquent,
Tout ça, il faut qu'on fasse un ménage psychique pour que ça ne nous fasse pas quelque chose un blocage, entre guillemets, qui fasse que on stagne dans notre vie, on n'arrive pas à aller de l'avant et on s'auto-sabote continuellement en disant, avec des pensées automatiques négatives, je suis rien, j'y arriverai pas, je suis nulle, de toute façon, quoi que je fasse, ma vie est foutue, je suis pas aimée, j'arrive à rien, je suis tellement nulle, etc. Non, à un moment donné, il faut voir la réalité et aller se confronter à la réalité et se dire qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je peux améliorer pour aller bien, pour entre guillemets évacuer tout le mal que j'ai à l'intérieur pour que ça me fasse pas entre guillemets une maladie ou quelconque, que ce soit physique, parce que voilà, les maladies peuvent créer, les maladies psychiques, les qu'on n'évacue pas, créent aussi des maladies somatiques, cancer, tumeur, j'en sais rien, parce qu'on prend pas assez soin de soi, on n'est pas assez à l'écoute de nous-mêmes. Donc, c'est hyper important de s'écouter, de s'entendre, d'écouter l'enfant blessé, malheureux, traumatisé en nous et d'aller faire un travail thérapeutique par un professionnel qui est fait pour ça et de pouvoir un peu se dégager de tout ça pour qu'on puisse enfin vivre la vie qu'on a envie de vivre avec nos ambitions, nos rêves et être la personne qui on veut être, quoi, celle qu'on veut être, la personne qu'on veut être. Ça passe par un travail de connaissance de soi en faisant le tri entre ses malheurs, ses souffrances et en disant stop, c'est bon, maintenant, moi, je vais vivre une vie normale et j'ai envie d'être heureuse. Autorisez-vous à être heureuse malgré tout votre histoire qui peut être compliquée et difficile. Soyez les maîtres de votre vie, le patron de votre destin, le seul guide de votre âme, j'ai envie de dire. Merci Rosette, c'était très intéressant et j'espère que vous qui nous écoutez, vous allez en prendre conscience, vous allez pouvoir savoir que il y a des personnes qui souffrent. Lorsque vous voyez une personne souffrir, essayez de lui, si vous avez écouté la vidéo, lui conseiller qu'il y a des psychologues, il ne faut pas hésiter à aller voir. Aller voir un psychologue, ce n'est pas être folle ou être fou, c'est juste aller faire le ménage dans son âme, comme nous l'a dit notre précieuse Rosette. Rosette, tu peux nous dire quelle est le plus grande injustice pour toi? Il y en a tellement, mais je pense que c'est en fait quand un enfant, parce que moi j'aime beaucoup les enfants et je sais que nos souffrances psychologiques viennent beaucoup de notre enfance, etc. Et la plus grande des injustices pour moi, c'est un abandon parental. C'est quand un enfant est privé d'un de ses parents, parce que ça, comme mes recherches le démontrent, cet abandon parental, surtout paternel, qui est le plus souvent, crée des désordres psychiques énormes chez l'enfant. Et il faut une maman qui tient la route, qui l'encourage, qui s'investit totalement sur cet enfant-là pour que cet enfant-là puisse grandir malgré tout. Donc, moi, j'ai envie de dire que voilà, il faut, en tant qu'adulte, prendre nos responsabilités. Il n'y a pas d'accident. On dit que non, on n'a pas désiré cet enfant-là, c'est un accident. Mais cet enfant-là est un être innocent au moment où vous le faites. Il n'a pas demandé à être là. Il y a beaucoup de mes patients qui me disent je ne comprends pas pourquoi je suis là, pourquoi j'existe. Mes parents m'ont pas aimé, ont pas voulu de moi. Et ça crée comme une sorte de vide existentiel qui fait que la personne vit mal jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il n'y a pas eu cet amour naturel des parents. Après, il y a des parents qui ne savent pas aimer. Il y a des gens qui sont pas faits pour être parents, ni mère, ni père, malheureusement. Mais du moment où on fait un enfant protégeant lui-même de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos propres angoisses, traumatismes qu'on n'a pas réglés, réglons-le, mais ne projetons pas sur l'enfant parce que du coup, vous en faites une victime éternelle. Un enfant n'est pas là pour porter les fardeaux de ses ancêtres ni de ses parents. Il est là pour être un être qui évolue, qui se développe et qui s'épanouit en devenant un adulte sain et heureux. Donc, moi, j'ai envie de dire, soyons des parents, pas des parfaits parents, des parents géniaux, magnifiques, des parents à l'écoute de nos enfants, des parents suffisamment bons pour permettre à nos enfants de devenir leur meilleure version d'eux-mêmes.
Et comme nous l'a dit Rosette, oui, effectivement, être parent, être un bon parent à l'écoute, c'est quelque chose de très important. Si vous vous êtes reconnu dans la description qu'elle a dit, n'hésitez pas, allez voir un spécialiste qui peut vous accompagner justement pour vous retrouver vous-même, vous accepter ce que vous avez dans le cœur, accepter vos faiblesses, accepter tout ce qu'il y a en vous pour justement pouvoir donner le meilleur à votre enfant. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez l'accompagner au mieux pour lui permettre, lui, à son tour, d'être un bon parent. Alors, Rosette, je reviens encore à toi. Peux-tu nous parler de toi et nous dire ce qui te fait le plus plaisir dans la vie? Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est ça? Ce qui te fait le plus plaisir dans la vie, pour agrémenter un petit peu l'interview. Alors, je suis... D'accord. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est déjà d'être mère, en fait. J'ai 2 enfants et mes enfants m'ont réanimée, m'ont réconciliée à la vie. Et en fait, ils m'ont donné le pouvoir que j'avais pas en termes de force psychique. C'est-à-dire qu'avec mes enfants, j'ai été capable de faire des grandes choses. Le premier, c'était parce que j'avais arrêté mes études de psycho en 4e année et j'avais fait un autre diplôme, mais c'était ma passion, la psychologie. Et donc, mon fils m'a donné la force qu'il fallait pour retourner sur les bancs de l'école et de faire mon master 2 pour devenir psychologue. C'est une force inouïe, c'est-à-dire mon antidépresseur naturel. À un moment donné, quand je m'effondre, je pense à mes enfants et en fait, tout de suite après, je retrouve l'énergie que j'avais perdue parce que c'est ma raison d'être, entre guillemets, c'est ce qui m'empêche de m'effondrer, d'être mal en fait. Parce que le fait de dire qu'on a une mission, celle de pouvoir donner tout l'amour qu'il faut pour que nos enfants grandissent bien, ça nous aide en fait à avoir un but, un sens dans la vie. Et en même temps, il faut aussi avoir ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'aimer soi pour pouvoir mieux aimer les autres. Et en s'aimant, s'aimer, c'est pas je me kiffe comme disent les jeunes, je me love, etc. Non, s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est, avec ses imperfections, ses défauts, etc., ses qualités aussi. Et le fait de pouvoir être bienveillant envers soi-même et s'accepter tel qu'on est, on est plus en mesure d'aimer mieux les autres. Et moi, le fait d'avoir appris à m'aimer comme il faut, je me suis même écrit des courriers d'amour, des lettres d'amour pour pouvoir faire la paix avec moi-même. J'ai pu aimer mes enfants comme il faut. Et du coup, mes enfants m'apportent le bonheur dont j'ai besoin chaque jour de ma vie. Et je ne ressens pas ce vide. Tu vois, le vide qu'on peut avoir existentiel, mais qu'est-ce que je vais devenir, où vais-je, etc. Même après la perte, parce que j'ai perdu ma mère il y a 11 ans maintenant. Et en fait, mes enfants, c'est pas qu'ils compensent l'amour maternel, mais j'ai remarqué que le fait que j'ai appris à faire la paix avec moi-même m'a permis aussi de pouvoir être une mère disponible et aimante. C'est-à-dire que, voilà, c'est autant les diplômes, les titres, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est mon métier de parent. Comment vais-je faire pour donner le meilleur à mes enfants? En fait, c'est ce qui m'importe le plus. Et c'est ça, mon plaisir dans la vie, c'est le bonheur de mes enfants. C'est faire tout ce qu'il y a dans mon, entre guillemets, dans ma vie, toutes les possibilités qu'il faut, tout ce qu'il faut pour donner les ingrédients, aussi bien la nourriture affective que les activités qu'on peut avoir pour donner envie à nos enfants d'avoir envie, pour qu'ils puissent devenir des êtres pas les plus riches, les plus intelligents, comme on dit, on veut que nos enfants soient diplômés de je sais pas quoi. Moi, je veux juste que mes enfants soient heureux. Et quand je mourrai, eh ben, la trace que je veux leur laisser, c'est qu'ils ont eu une maman qui les a aimés. Et que même en mourant, ils se souviendront de moi comme une mère qui ne les ont pas abandonnés. Et ils feront tout leur possible pour réussir leur vie et être heureux. Donc, c'est vraiment mon bonheur, c'est eux, c'est mes enfants.
Inch'Allah, j'espère qu'on sera là pour les élever jusqu'à ce qu'ils se marient. Rosette, je crois que j'ai oublié de programmer le temps, ce qui fait que là, je vois la minuterie qui défile. C'est pour ça que je regarde en bas, là, ça va couper. Peux-tu nous dire, juste pour terminer, avec qui aimerais-tu être en ce moment? Là encore, c'est quelque chose d'assez délicat parce que la personne avec qui j'ai envie d'être en ce moment, à part mes enfants, c'est ma mère. Et je l'ai pas, ma mère, en ce moment, je l'ai perdue, mais c'est un être qui m'a apporté beaucoup de choses. Et chaque chose que je fais, je lui dédie. Que ce soit ma thèse, que ce soit tout le travail que je fais ou mes victoires, les simples victoires de la vie. Je pense à cette femme qui a fait que, en fait, on dit souvent, on nous apprend tout, mais on nous apprend pas à vivre sans un parent, sans la personne qui nous a élevés, parce qu'elle nous a élevés toute seule, c'était une mère célibataire. Et en fait, j'ai l'impression que elle m'a même appris à vivre sans elle. Parce elle m'a transmise des outils pour que je puisse me débrouiller même sans elle, en me disant, écoute, ma fille, tu es une guerrière. Quoi que tu fasses, va de l'avant. Ne te laisse pas abattre. Et je pense que c'est ça, elle m'a appris aussi à vivre sans elle. Et je sais que là où elle me protège. Et à chaque fois que j'ai besoin d'elle, j'ai l'impression qu'elle est là et qu'elle m'encourage, elle me soutient à sa façon. Et comme j'aime l'écriture, j'écris beaucoup pour la rendre hommage. Et une perte, normalement, ça te fait du mal. À chaque fois, c'est un deuil des fois compliqué à faire. Mais moi, en fait, c'est comme si je suis rassurée parce que je sais que c'est comme un ange pour moi, ma mère, maintenant. Et je l'aime infiniment, éternellement. Et cet amour maternel me porte aujourd'hui et a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, cet être, même si elle est pas à côté de moi, c'est la personne que j'honore le plus et que je remercie de tous les bienfaits et de son éducation et son amour maternel euh, qu'elle m'a apporté, même en n'étant pas là. Je suis là. Je lui ouvre les meilleures portes du paradis. Amen. Amen. Merci Rosette. Ça va couper. Je te remercie. Ça a été un honneur pour moi. Honnêtement, merci beaucoup. Et puis j'espère que vous qui nous écoutez, vous allez en profiter au maximum et que ça va vous réveiller dans beaucoup de choses dans votre vie. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous. Au revoir. Merci Rosette. Au revoir. Merci à toi. Au revoir à toi. Bien des choses.